La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, combien y a-t-il dans nos prisons d'innocents condamnés à tort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis? Il est impossible de le dire, car la révision effective des condamnations pénales est d'une extrême rareté. D'où la proposition de loi excellente qu'a résumée à l'instant, après l'avoir déposée, notre collègue Alain Tourret, qui l'a déposée au nom du groupe RRDP. Depuis 1989, seules 9 condamnations criminelles ont été révisées, c'est-à-dire soit seulement 9 révisions en un quart de siècle, comme s'il n'y avait eu que 9 erreurs judiciaires commises par les cours d'assises en 25 ans, ce qui paraît peu vraisemblable. Il y a 3 éléments, et je serai très bref aussi, qui font obstacle d'une certaine manière à la révision des condamnations pénales définitives dans le droit actuel. La première, c'est une conception assez abusive de l'autorité de la chose jugée, qui vise à éviter la remise en cause des décisions de justice, en prétendant que cela provoquerait incertitude, insécurité, instabilité des situations juridiques. Vous connaissez l'adage qui vient du droit romain, res judicata pro veritate habetur, c'est-à-dire que c'est un postulat. On postule que la décision définitive est exacte et vraie, conforme à la réalité. Elle est tenue pour conforme à la réalité, mais cela peut être en réalité une fiction. Le second point, c'est la conception du doute qui a prévalu jusqu'à présent, finalement le doute sérieux ou le doute raisonnable retenu par la Cour de cassation, malgré la loi de 1989. Il est très important, comme l'a fait Madame la garde des Sceaux, comme l'a fait Alain Tourret, de répéter que la conception qui prévaut, qui domine ces travaux préparatoires, c'est que le moindre doute doit suffire à justifier une procédure de révision, même si le qualificatif ne figure pas dans la loi du fait des modifications apportées par le Sénat. Enfin, le troisième élément négatif, c'est l'insuffisante motivation des arrêts de cour d'assises, qui est d'une concision souvent extrême et qui ne permettent pas toujours aux autorités de révision d'avoir une connaissance suffisante des éléments qui ont provoqué cette décision. Et enfin, je voudrais dire en terminant que le système qui produit des erreurs judiciaires, en réalité, c'est le système de l'intime conviction, le plus souvent. Le système qui livre ces erreurs judiciaires, qui les produit, qui les fabrique. C'est-à-dire la liberté d'appréciation des preuves, le fait qu'il n'y a pas de pondération particulière de telle ou telle preuve et qu'au fond, l'on tend à inciter les jurés et les juges à s'en remettre à leurs impressions, leurs intuitions, leur subjectivité, plutôt qu'à des faits dûment établis et prouvés, ce qui est quelque chose qui est très négatif, me semble-t-il en tout cas, dans notre système judiciaire. Je termine véritablement en rappelant que la révision a été la dernière arme du capitaine Dreyfus. On les appelait les révisionnistes, d'ailleurs, ses partisans. Et qu'au fond, il a fallu un peu plus de 11 ans entre la première condamnation par le Conseil de guerre et la décision du 12 juillet 1906 pour que Dreyfus fût enfin réhabilité. Il l'a été parce qu'il y avait avec lui des défenseurs ardents de la vérité, comme le lieutenant-colonel Picard, le sénateur Scheurer-Kessner, Clémenceau, bien sûr, Zola, bien sûr, et aussi Francis de Pressincé, qui disait, ici même, à cette tribune, le 13 juillet 1906, « Quand on fait confiance à la raison et à la conscience de la France, on n'est jamais vaincu. » Merci, Monsieur Schwarzenberg.